Les extensions Chrome sont très pratiques, on est nombreux à utiliser notamment AdBlock, ou bien en tant que développeur des extensions qui nous aident dans le développement quotidien, que ce soit pour les applications React, pour Meteor, pour ce que vous voulez, Svelte et autres. Et je suis tombé sur cet article récemment très intéressant, un peu provoque, mais dans lequel l'auteur décide de créer l'extension Chrome la plus dangereuse qui puisse exister. En fait, ça pourrait être la même chose pour Firefox, faut pas croire que seules les extensions Chrome sont dangereuses. Et il voulait voir à quel point ces fonctionnalités dangereuses étaient difficiles ou faciles à implémenter, et si ça peut être fait sans que l'utilisateur s'en rende compte. Et vous allez voir que c'est pas forcément rassurant. On a des choses qui se passent en arrière-plan, qu'on ne voit pas, donc qui ne nécessitent pas d'interface graphique, c'est le cas du service worker. On a des pop-up qui s'ouvrent, vous savez, quand on a certaines extensions Chrome, comme celle-ci, est-ce qu'on en a une? Je pense pas, si je prends celle de... oui, bon, vous avez vu, celle-ci, on peut cliquer, on peut afficher une pop-up, c'est ce qu'il a en tête. Alors elle est event-driven, ce qui veut dire qu'elle peut écouter certains événements, alors pas ceux auxquels on est habitué en tant que développeur web, c'est-à-dire des événements du type quelque chose est saisi dans le clavier, ou vous avez cliqué sur tel bouton. Elles peuvent écouter d'autres types d'événements qui ne sont pas liés au DOM. Et elles ne peuvent pas accéder directement aux pages. Et bon, à ce moment-là, ça c'est sûr, sauf que non, on va voir dans un instant qu'elles peuvent faire des choses dangereuses. Vous avez la pop-up qu'on a vu à l'instant. Et la troisième chose, ça c'est vraiment la partie visible des extensions Chrome ou Firefox. Et il y a également un content script qui lui a accès à la fois à vos pages, au DOM, et qui peut exécuter du JavaScript ou d'ailleurs du CSS au niveau de vos pages. Et c'est là que les choses peuvent aussi être utilisées par quelqu'un de malveillant qui créerait un genre d'extension Chrome qui nous propose. Alors la première chose qui met en lumière niveau danger, c'est que il y a énormément de choses qu'on peut demander comme autorisation à l'utilisateur. Et bien souvent les utilisateurs, soit ils font pas attention puis ils vont valider par défaut, mais le problème également c'est que vous avez vu le nombre de choses qu'on peut demander comme permission, c'est-à-dire qu'on peut donner l'autorisation à l'extension Chrome, de savoir quelle est la table qui est active. Donc là, en l'occurrence, ce qui est active, c'est cette table. Donc les autres là ne sont pas actives. Pas de lire dans votre presse-papier, par exemple. Vous pouvez très bien décider de copier quelque chose que vous ne voudriez pas forcément que quelqu'un connaisse, et pour ensuite le coller. Votre extension Chrome peut demander l'autorisation de le faire. Et vous pouvez, par inadvertance, donner cette permission. Elle peut voir le menu contextuel, elle peut récupérer vos cookies, ça c'est très dangereux. Parce que sur certains sites, une fois que vous êtes logué avec votre email et mot de passe, le site vous envoie un cookie, et c'est à partir de ce cookie que vous envoyez ensuite sur chaque requête que vous faites au site, qui vous prouve que vous êtes authentifié. Donc c'est un peu comme si vous aviez des badges d'accès à un immeuble, à votre salle de sport, à ce que vous voulez, et que en fait, vous laissiez, vous donniez accès à ces badges à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est l'extension Chrome qui peut accéder à ces cookies qui vous permettront de montrer patte blanche auprès de sites auxquels normalement le créateur de l'extension Chrome ne devrait pas avoir accès. Bref, il y a une tonne. La géolocalisation, ça vous l'avez vu, ça en général, on a une autorisation qui est demandée. Autorisez-vous le site à donner votre position, mais il y en a d'autres plus inquiétantes, du genre l'extension Chrome, vous pouvez, sans vous en rendre compte, lui donner l'autorisation de connaître toute votre historique de navigation. C'est pas terrible. Et la liste continue, je vais pas tous vous les faire. Et là où ça devient intéressant, c'est que votre extension, en fait, par défaut, alors j'espère que ça a été corrigé depuis, mais l'article est récent, il date de février 2023, quand vous avez énormément d'autorisations qui sont demandées, ça pourrait être toutes celles-là, ce qui se passe, c'est que vous en verrez que quelques-unes, et sur le côté, comme c'est pas esthétique de voir l'ascenseur, ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on n'a plus d'ascenseur. Et donc il faut scroller pour voir ensuite ce qui apparaît dessous. Même si vous êtes prudent, vous dites ça va, ça craint pas, et vous acceptez, alors qu'en fait dessous il pourrait y avoir d'autres autorisations que vous n'auriez pas vues. Et donc c'est au moment où vous ajoutez l'extension que vous avez toutes ces autorisations qui s'affichent. Alors là, l'utilisateur montre une extension qui a l'air tout ce qu'il y a de plus anodine. C'est-à-dire c'est une extension qui vous permet, quand vous cliquez, de faire apparaître une pop-up dans laquelle vous pouvez saisir des choses à faire. Donc une simple to-do app finalement. Donc là vous tapez ce que vous voulez faire. Et de là dessous, ça vous dit, ça vous donne juste l'heure à laquelle vous avez décidé de saisir cette tâche. Donc ça n'a pas l'air méchant. Et pourtant, comme je vous disais précédemment, vous avez vu, récupérer vos cookies, c'est un peu comme récupérer vos cartes d'accès, à votre salle de sport, à votre immeuble, à ce que vous voulez. Une seule ligne de code suffit pour récupérer tous vos cookies. Et ça, c'est quelque chose qui peut être exécuté à l'aide de cette simple commande. Donc il correspond à celle qu'on connaît depuis le navigateur, mais en fait, depuis une extension Chrome, c'est quelque chose qui est faisable également. Vous voyez que la différence, c'est simplement qu'au lieu d'avoir browser.cookies.gatol, vous avez chrome.cookies.gatol, en l'occurrence pour cette extension Chrome. Une ligne de commande aura suffi pour voler tous vos cookies.
Pour l'historique, c'est même pas plus difficile, c'est une ligne de code. Vous pouvez avoir accès à l'historique de recherche, et pareillement, ce sera récupéré dans un array, et là, vous pouvez le parcourir. Faire des captures d'écran de ce que vous affichez, c'est quelque chose également qui est excessivement simple. Vous avez de nouveau l'objet Chrome qui a une propriété tabs, et qui a une fonction capture visibility tab. Et de là, vous pourrez très bien décider de faire des captures d'écran à intervalles réguliers, toutes les secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes. Suivre la navigation de l'utilisateur, un URL après URL, pareillement. Chrome, Web Navigation Uncompleted, donc on écoute l'événement Uncompleted, une fois que la navigation s'est faite, et on ajoute un listener. Et de là, quand chaque fois qu'une navigation est effectuée, on peut récupérer les détails, dont notamment l'URL. À quel moment la personne a navigué. Là ensuite, les tab ID, ce serait pour connaître sur quelle table la chose s'est faite. Bon, vous avez vu, extrêmement simple, et ça se fait depuis background.js de votre extension Chrome. Vous avez une ligne de commande simplement qui est nécessaire. Vous pourrez très bien décider ici à l'intérieur de sauvegarder les données de l'historique et ensuite d'envoyer un intervalle régulier vers un serveur quelconque. Alors l'une des choses qui est la plus dangereuse, ça généralement vous le verrez quand l'extension Chrome vous demandera si vous autorisez à écouter et à modifier toutes les... il y a quelque chose qui est pas aussi clair que ce que vous utilisez Web Request. Et ce qui est vraiment dangereux avec ça, c'est que c'est comme si vous donniez l'autorisation à l'auteur de votre extension Chrome d'ajouter finalement un man in the middle, ce qui correspond au man in the middle attack, c'est-à-dire qu'entre votre poste et le serveur vers lequel vous vous connectez, vous avez l'extension Chrome entre les deux qui peut s'amuser, qui peut récupérer votre trafic réseau, ce qui inclut également le request body. Donc si vous avez saisi des choses, ces choses seront visibles simplement via ce request body. Et là, pareillement, ça se fera dans le fichier background.js. Bon, alors un keylogger, vous savez, qui est capable d'écouter toutes les saisies que vous faites au clavier. Finalement, c'est à peine plus difficile à faire, puisque il suffit d'avoir une fonction de debounce. Bon, là, visiblement, ce qu'il a utilisé, c'est une librairie comme underscore ou Ramda, il y en a plein. Hein. Et donc, il utilise la fonction debounce. Il va écouter s'il y a quelque chose dans le buffer. À ce moment-là, s'il y a quelque chose, il va l'envoyer ailleurs. Et sinon, comment est-ce qu'il aura obtenu des saisies à mettre dans le buffer ? Là, vous voyez, le buffer, c'est une variable ici, en let plutôt qu'en const, parce que il va la modifier avec les saisies qui ont été faites. Et pour écouter une saisie clavier, rien de plus simple. Sur le document entier, on ajoute un event listener. À chaque fois qu'il y a un key up, on récupère l'event key. Donc on peut voir ça. Donc là, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose que ce qu'on peut faire. Nous, quand on le fait d'ordinaire, quand on ajoute des event handlers, on ajoute un event handler ici de l'événement key up. Et quand il se produit, on a envie d'exécuter une fonction qui a accès à l'événement key up et qui à partir de là, va simplement... moi je vais m'amuser juste à faire un console.log, on s'en fiche. Pas besoin de faire plus, mais on pourrait conserver la valeur dans une variable. Et on peut écouter à ce moment-là la saisie. Je mets, vous avez vu, une simple ligne de code. On écoute sur le document l'événement key up et chaque fois qu'il se produit, on va afficher la key. À partir de là, quand je commence à taper, hop, coucou, c'est récupéré. C'est exactement ce principe-là, sauf que ça, c'est fait depuis le script. Il a utilisé content script. C'est pour ça que quand vous avez ces content scripts, là, vous pouvez vraiment interagir. Ce qui était mentionné en début d'article, vous pouvez injecter du JavaScript dans la page. Ce que fait ce JavaScript, finalement, en quelques lignes de code, il a créé un keylog qui permet de récupérer toutes les saisies utilisateurs. Et pourquoi est-ce qu'il a utilisé le debounce ? Parce que il avait envie d'écouter, d'envoyer des choses que quand il y a une seconde d'arrêt de saisie, c'est pour ça qu'il utilise debounce. Donc c'est pas la peine d'envoyer en temps réel, seulement quand les personnes ont arrêté de taper pendant une seconde, qu'il appelle ce callback et qu'il va simplement tester si on a quelque chose dans le buffer, quelque chose à bufferiser. Alors les input capture, c'est un peu différent, parce que là, vous avez vu, on était obligé de saisir, et parfois, vous avez vos mots de passe, par exemple, vous allez commencer à taper dans le champ texte, ici, et de là, ça va vous proposer votre mot de passe. Et donc, vous allez modifier l'état d'un input. Et là, ce qui est intéressant, regardez, la chose marche également. Ce que fait l'auteur, il a décidé de récupérer depuis le document tout, avec query selector all, toutes les inputs, toutes les textes RIA, tout le contenu qui peut être éditable, et de là, pour chacun d'entre eux, il ajoute un event listener de type input. Et de la rebelote, il dit bounce au bout d'une seconde, une fois qu'il ne s'est plus rien passé, qu'il n'y a plus de nouvel input, c'est là qu'il va lire la valeur qui a été saisie. Donc, si vous pensez que le fait que
vos mots de passe qui sont enregistrés sont à l'abri du fait qu'il n'y aura pas d'événement key-up, en fait, finalement, c'est quand même récupérable à l'aide de l'événement input sur, de nouveau, tout ce qui est input Texteria et tout ce qui est content editable. Vous pouvez très bien avoir des tabs qui sont détournés. Après un certain temps de repos, si on peut dire, les tabs sont désactivés pour que vous ayez moins de ressources consommées, notamment sur un device. Mais ce qui peut se passer, alors vous savez, si une extension Chrome malveillante ouvre une nouvelle tab, ça devrait quand même se remarquer. Un utilisateur, même moyennement attentif, remarquera qu'il y a quelque chose qui s'est passé de bizarre. Mais là où ça devient fort, c'est qu'une extension Chrome peut très bien prendre une tab qui n'est pas active et ensuite la détourner pour faire des choses dans cette tab. Concrètement, comment ça se passe? Depuis votre fichier background.js d'une extension Chrome, eh bien, il suffit de récupérer toutes les tabs. Et là, de nouveau, une ligne de code suffit. Il suffit de faire un await, vu que c'est l'asynchrome, d'écouter, de demander à récupérer toutes les tabs. Et de là, vous pouvez détecter quelles sont les tabs qui ne sont pas actives. Là, en l'occurrence, ma tab active, c'est celle qui affiche l'article qu'on est en train de lire ensemble. Mais si vous voulez récupérer les tabs qui ne sont pas actives, c'est facile, il suffit de dire récupère-moi toutes les tabs qui sont en active à false, donc qui ne sont pas actives. Également, pour ne pas attirer l'attention, eh bien, on demande de ne pas utiliser les tabs qui ont été punaisées. Également, de ne pas détourner une table qui est en train de jouer de la musique. Donc ça peut être une table, je pense, pour être votre Spotify ou une vidéo YouTube qui est en train de jouer en arrière-plan. Et également de ne pas utiliser une tab tant qu'elle n'a pas fini de loader, quelque chose qu'elle est en train de loader. Donc avec ça, vous êtes sûr de récupérer, vous avez filtré les choses pour récupérer toutes les tabs qui ne sont pas actives, donc une de celles qui est derrière, qui ne sont pas punaisées, qui ne sont pas en train de jouer une quelconque musique et qui ne sont pas en train de télécharger. Et à partir de là, là il filtre encore des choses davantage. Il ne veut pas non plus qu'on détourne une page qui afficherait les extensions Chrome, parce qu'elle commence par http://Chrome Extensions. Et de là, il récupère les valeurs actuelles de la tab pour pouvoir revenir sur l'endroit où était réellement la tab. Donc à l'aide d'une nouvelle instance d'URL search params. Donc il récupère l'URL, il récupère la favicon, il récupère le titre. Comme ça, il pourra tout remettre d'aplomb quand vous réactiverez la tab. Ça, c'était quand même bien pensé. Donc voilà l'URL. Donc il récupère, là on a l'URL d'une pop-up, comme je vous disais, ça peut être une pop-up comme celle-là, voilà. Et donc il va détourner une table pour afficher le contenu de cette URL. Et comment est-ce qu'il le fait? Simplement à l'aide de update. Donc à l'aide de chrome.tabs, vous récupérez toutes les tabs, et vous voulez mettre à jour, quelle table? La table qui correspondait à une table qui était éligible, c'est-à-dire une de celles qui n'était pas ni active, ni en train de jouer de la musique, etc., etc. Et là où la chose devient croustillante, c'est que si à un moment donné la page devient visible, c'est-à-dire que pendant que l'auteur du plugin est en train de faire des choses sur une table qui n'est pas visible, eh bien dès qu'elle devient visible, hop, vous remettez d'aplomb tout ce qui était présent avant. Si elle devient visible, qu'est-ce que vous faites? Vous faites revenir votre tab à l'endroit où votre utilisateur était précédemment, simplement à l'aide d'un window.location.href, donc vous demandez à renaviguer à l'endroit où était précédemment l'utilisateur. À la lecture de cet article, on se rend compte qu'il est très facile à des auteurs d'extensions Chrome malveillants de faire presque ce qu'il veut sur votre navigateur, surtout si vous ne prenez pas le temps de lire attentivement toutes les autorisations qui sont demandées, sachant qu'une partie peut se retrouver dessous, donc on ne voit pas de fenêtre d'ascenseur, mais en fait il peut y avoir 15 autres autorisations derrière. Et finalement, la seule façon de se prémunir, c'est d'utiliser des extensions qui sont connues, dont le code est open source, dont le code est audité fréquemment, et là ça commence à faire beaucoup de conditions. Et je vous avouerai que moi-même, AdBlock Plus, finalement, je ne sais absolument pas ce qu'il fait dans mon dos. Donc ça, ce serait une première chose. L'autre solution, c'est d'utiliser des outils qui vous mettent à disposition des choses qui ne dépendent pas d'extension Chrome. Par exemple, il y a ce Brave Browser qui intègre des choses déjà qui sécurisent votre navigation sans avoir à ajouter des extensions Chrome. Bon, après de nouveau, il faut savoir qui est derrière. Et surtout, gardez à l'esprit que même si une extension Chrome n'était pas malveillante au départ, elle peut très bien être rachetée par une entreprise qui, elle, voit l'occasion de pouvoir aspirer des données de ses utilisateurs, de peut-être 1 million d'utilisateurs qui ont installé le plugin, et c'est arrivé récemment. Il y a une extension Chrome, ChatGPT pour Google, qui a eu énormément de succès, près de 1 million d'installations, et qui pouvait vous rendre les résultats de votre recherche Google, avec à côté aussi les résultats donnés par ChatGPT. Eh bien, voilà, ce genre d'extension peut très bien être racheté par une entreprise qui dira c'est l'occasion idéale de pouvoir aspirer les données d'au moins 1 million d'utilisateurs. Est-ce que vous utilisez beaucoup d'extensions Chrome ou Firefox? Est-ce que vous aviez conscience de tout ce qu'elles étaient capables de faire? N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous aimez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et si vous voulez apprendre à faire vos propres extensions Chrome, j'avais une playlist consacrée à la chose.